Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, tu l'as bien compris, je vais te parler des monstres que j'adore. Mais dans cette liste, il n'y aura pas de zombies, ni fantômes, ni vampires ou encore loups-garous. Car soit j'en ai déjà fait une vidéo ou ça ne serait tardé. Bref, vu que c'est le week-end d'Halloween, je me suis dit que de parler de monstres, ce serait parfait. D'ailleurs, j'ai envie de savoir ce que t'as fait pour cette fête. Dis-le-moi en commentaire. Cette fois-ci, je vais prendre un angle différent, vu que c'est des sélections de monstres plutôt connus, voire même mythiques. Donc je vais plutôt me pencher sur le personnage, sa genèse, sa création technique, quelques anecdotes et aussi bien sûr pourquoi je les ai choisis. Et évidemment, s'il vous plaît, on se calme, je sais, j'ai dû faire des choix. C'est pour ça que pourquoi pas une partie 2. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Oui, et ben voilà, il se réveille, ça va, je me grouille. Trêve de bavardage, c'est parti pour cette vidéo spéciale monstre que j'adore. Et on commence par le monstre Pennywise dans le film Ça de Tommy Lee Wallace, sorti en 1990, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Nous nous retrouvons dans la ville de Derry, une petite ville qui semble tranquille et sans histoire. Mais malheureusement, plusieurs enfants ont disparu, dont le petit frère de Bill. Il décide donc, avec sa bande de potes, de mener l'enquête. Bon, j'aime autant ce personnage qu'il me fait peur, c'est-à-dire énormément. Il est pour moi un de mes plus grands traumas et je sais que je ne suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Je me souviens comme si c'était hier. J'allais en voyage d'études, donc j'avais à peu près 14 ans, et les profs ont trouvé ça très intelligent de mettre ce film dans le car pour l'aller. Donc autant te dire que dans les dortoirs, j'étais pas très à l'aise et dans les douches non plus. Mais malgré cet énorme trauma qui m'a suivi très longtemps, Pennywise est devenu une icône incontournable pour moi, pour tellement de gens et bien sûr pour le cinéma d'horreur. Tout d'abord, le perso nous vient, comme tu le sais déjà sûrement, du livre du même nom de Stephen King, qui est évidemment extrêmement connu et il est sorti en 1986. Et tu le sais aussi sûrement, le rôle du clown est joué par le fabuleux acteur Tim Curry, qui participe largement à la terreur et à la crédibilité de ce clown. Il réussit à nous faire un personnage à la fois drôle et terrifiant sans jamais tomber dans les clichés. Il a des expressions faciales folles, une voix unique et reconnaissable. I, Georgie, am Pennywise. Et une imprévisibilité dans son interprétation qui appuie sur la tension et l'horreur. Ce Pennywise a eu une influence considérable sur la manière dont les clowns sont perçus dans la culture populaire, traumatisant des générations entières et créant de sacrées phobies. Le design du personnage a été élaboré par ce génie de Bart Mixon. Il s'est inspiré des clowns traditionnels tout en ajoutant des éléments inquiétants pour créer de la familiarité mixée à la terreur. Le maquillage permet la liberté totale aux expressions de Tim Curry, ce qui l'animait et participait largement au sel de Pennywise. Et pour la petite anecdote, malgré son professionnalisme, Tim Curry avait une aversion pour le maquillage et à cause de ça, les journées de tournage étaient souvent raccourcies. Les costumes ont été créés par la costumière Monique Prudhomme. Elle a su aussi, à travers ses habits, créer le personnage iconique par son inspiration de clown classique avec des contrastes forts qui attire l'œil. Le brillant de la matière satinée en fait un côté propre qui rend encore plus dérangeant lors de ses comportements agressifs. Et c'est avec une synergie parfaite entre le costume, le maquillage et l'interprétation que le clown le plus terrifiant est né. Et le deuxième monstre que je vous ai sélectionné, c'est l'homme pâle dans le labyrinthe de Pan, réalisé par Guillermo del Toro, sorti en 2006 et c'est un film espagnol et mexicain. On plonge ici en Espagne en 1944, une Espagne malheureusement fasciste. Et c'est à travers Ophélia que nous plongeons dans sa vie et son univers. Bon, alors si tu n'as jamais vu Le labyrinthe de Pan, c'est un film que je te conseille. Il tire plus dans le fantastique que l'horrifique, mais il est juste merveilleux. Et
si tu ne l'as pas vu et que tu veux vraiment pas du tout te faire spoiler, on se retrouve à ce timecode là. Alors, l'homme pâle est comme toutes les créatures de ce film à la fois effrayante et fascinante. Bon, tout particulièrement lui, pour moi, c'est vraiment le plus effrayant. Un personnage vraiment si marquant et qui m'a donné des frissons, mais vraiment dans tout le corps. Quand j'ai découvert le film pour la première fois, je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Bon, de toute façon, je trouve que Guillermo del Toro réussit toujours ultra bien ses créatures, ses monstres et autres. Mais j'avoue que l'homme pâle est devenu une vraie icône pour le cinéma tout court. Il est donc interprété par l'acteur Doug Jones, qui joue aussi le personnage de Phono. Évidemment, c'est un acteur qu'on ne reconnaît pas forcément, mais qui nous offre une crédibilité et une animation de ces personnages si fabuleux. Ce monstre est bien sûr et avant tout le symbole de l'oppression et la tyrannie du régime franquiste. Une métaphore de l'avidité et de la cruauté contre le peuple. Le fait qu'il soit très éminci, pâle et sans visage représente aussi une entité affamée de pouvoir, particulièrement envers les plus faibles ou minorités représentées par Ophélia. Ses fameux yeux dans les mains qui renforcent largement son côté dérangeant et effrayant symbolisent entre autres un pouvoir aveugle et déconnecté de la réalité, une vision corrompue et restrictive, incapable de compassion. Son inspiration a été entre autres puisée dans les mythes et contes de fées, ainsi que dans l'œuvre de Francisco de Goya, notamment par le dieu Saturne qui dévore son enfant. Les dessins et les croquis ont été réalisés par Guillermo del Toro lui-même, comme la plupart de ses créatures dans tous ses films. Alors évidemment, plusieurs esquisses ont été réalisées avant de trouver la créature à l'esthétisme symbolique et inoubliable. Une anatomie qui imite l'humain, mais suffisamment disproportionnée pour rendre le tout surnaturel et très perturbant. Doug Jones devait porter une prothèse intégrale en silicone et en latex moulée sur lui. Un costume lourd et très contraignant pour l'acteur qui devait rester courbé des heures sous la chaleur des projecteurs. Un personnage qui ne vieillit pas et à mon sens en partie parce qu'il a été réalisé avec très peu de CGI. Bref, la combinaison d'un design unique, de symbolisme très puissant, d'une conception maîtrisée et d'une interprétation très forte fait de l'homme pâle dans le labyrinthe de Pan. Une icône de cinéma et un monstre que j'adore profondément. Et on passe au prochain monstre et c'est le xénomorphe du film évidemment Alien, le 8e passager de Ridley Scott, sorti en 1979 et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans cet énorme classique d'une longue franchise, on se retrouve dans le vaisseau commercial Nostromo en 2122. L'équipage est tiré de son sommeil artificiel par le signal d'une planète inconnue. Bon, je pense que évidemment tout le monde connaît ce grand classique et connaît plein d'anecdotes sur ce film. Donc plusieurs possibilités, si t'en as marre, passe au prochain monstre ou simplement complète les anecdotes en commentaire. Mais moi je vais essayer d'être assez rapide, plus difficile à dire qu'à faire. Bref, personnellement, comme tu le sais déjà peut-être, j'ai commencé à adorer cette franchise tout récemment. Shame! Shame! Et surtout les deux premiers. Et ils sont devenus pour moi des véritables coups de cœur. Donc forcément les xénomorphes sont aussi devenus à mes yeux des créatures incroyables, effrayantes et si fascinantes. Je pense que tu sais déjà que c'est H.R. Giger qui a créé ces créatures incroyables. Il a été choisi par Ridley Scott, donc le réalisateur lui-même, pour son esthétisme sombre, biomécanique et juste complètement dingo. D'ailleurs si tu veux en savoir plus sur ce formidable artiste, je te renvoie à la vidéo du youtubeur Alt236 dont je kiffe tellement son travail et qui en parle de manière passionnée et hyper intéressante. Le lien sera en description. Bref, on était sur le design qui rappelle partout où tu regardes la sexualité. Coucou! Des créatures qui s'alignent avec les décors sur l'horreur corporelle, ce qui rend le tout très dérangeant. Mais leur côté fascinant est aussi bien présent, entre autres par leur capacité à se camoufler naturellement dans leur environnement, grâce à leur couleur, texture et leur morphologie si particulière. Mais aussi grâce à une capacité dingue à se déplacer, à anticiper les choses et aussi une rapidité dans leurs mouvements et leur patience font des créatures uniques et redoutables. Ils sont aussi le symbole du prédateur
implacable, de la terreur inconsciente, parasitisme. L'alien adulte a été interprété par l'acteur Bolaji Baijo, un étudiant de 2,18 m. Il a été repéré par l'équipe de production dans un bar à Londres. Il a simplement attiré l'œil par sa grande taille et sa minceur, idéale pour incarner ce rôle. Le costume en latex et en caoutchouc a été conçu sur mesure. Ces matériaux ont été spécialement choisis pour leur durabilité et leur flexibilité approximative, parce que cela restait très contraignant pour l'acteur qui pouvait à peine s'asseoir et qui évidemment souffrait énormément de la chaleur sur les tournages. Les costumes étaient recouverts d'une substance huileuse pour donner cet effet visuel mouillé. La fameuse double mâchoire a été créée en fibre de verre, mais ce qui était dingue, c'était son mécanisme pneumatique révolutionnaire à l'époque. La queue de cette créature est un élément très important, une arme de prédation. Avec une structure interne flexible permettant des mouvements fluides et réalistes, en grande partie manipulée de manière mécanique et parfois contrôlée par l'équipe par une base rotative. La tête, donc très phallique, est l'élément reconnaissable et mythique numéro 1 de ces aliens. Le dôme de la tête a été fabriqué en fibre de verre, recouvert de latex pour créer une texture lisse et légèrement translucide, donnant cet aspect complexe et humanoïde. La fibre de verre utilisée aussi pour le reste du crâne, car sa légèreté était idéale pour essayer un maximum de donner un confort et une mobilité à l'acteur. Une structure interne avec un mécanisme de soutien ajusté pour Bolaji Baijo pour éviter un maximum de déséquilibre. Bref, un crâne rempli de complexité par sa conception, mais aussi par son symbolisme. Et grâce au génie de H.R. Giger, de Ridley Scott et toute leur fabuleuse équipe, les xénomorphes sont devenus iconiques pour des générations et des générations, et bien sûr aussi pour l'histoire du cinéma. Et le prochain monstre que je vous ai sélectionné, c'est The Gillman, dans le film L'étrange créature du lac noir de Jack Arnold, sorti en 1954, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. On se retrouve avec une équipe de chercheurs et de chercheuses. Suite à la découverte d'un fossile d'une créature inconnue, l'équipe décide de partir en expédition dans un fleuve d'Amazonie. Ah mais comment ne pas aimer cette créature qu'on voit évidemment pour la première fois dans ce film. J'aime bien sûr ce film, mais je trouve que ce monstre marin si cool et à la fois un peu goofy fait absolument tout de cette œuvre. J'ai découvert ce film assez dans le tard, même si bien sûr la créature de Gillman était déjà très familière pour moi. Tout d'abord, pourquoi on l'appelle The Gillman? C'est parce que gills en anglais ça veut dire branchi et man bah homme, donc l'homme branchi, ce qui soulève parfaitement la nature amphibienne de ce personnage mi-homme, mi-poisson. Deux acteurs ont interprété le rôle de la créature. Tout d'abord Ben Chapman pour les scènes en surface et Riku Browning pour les séquences sous l'eau. Car Riku est tout simplement un ancien plongeur professionnel pour apporter au personnage de Gillman une fluidité et une grâce dans l'eau, mais aussi une endurance et une capacité à retenir son souffle pour faciliter le tournage. Le design original est principalement l'œuvre de Millicent Patrick, l'une des premières femmes à travailler comme créatrice de monstres à Hollywood. Malgré ce qui est crédité et dit que Bud Westmore est son designer original, c'est elle qui a créé les premiers et principaux croquis. Il combine des traits humains et aquatiques, créant un être anthropomorphe, inspiré de créatures aquatiques préhistoriques. The Gillman est une créature unique dans le panthéon très fermé des monstres du cinéma horrifique. Ce personnage représente la peur de l'inconnu. Il est aussi évidemment le symbole de la nature, de la vie sauvage qui se retrouve menacée par l'invasion humaine. Gillman est en harmonie totale avec son environnement et il devient donc une force de la nature qui essaye simplement de se défendre. C'est donc une critique du désir de dominer et d'explorer sans comprendre ni respecter. Ce qui soulève le sujet très important, celle du rejet de ce qui est différent, illustrant une sacrée modernité pour les années 50. Ce film n'est pas que un film d'horreur, mais aussi une tragédie d'un monstre incompris et solitaire
univers qui se retrouvent en conflit malgré lui. Évidemment, comme il y a eu deux acteurs, il y a aussi eu deux versions de costumes. Un costume de surface et un autre pour les scènes sous l'eau. Celui de Ben Chapman était très contraignant. Conçu en grande partie de latex et recouvrant l'entièreté de son visage et de son corps, il souffrait énormément de la chaleur. Mais celui du nageur Rico Browning n'était pas forcément plus optimal, vu qu'il rencontrait des problèmes de visibilité et de mobilité. Entre autres, il ne pouvait pas avoir de protection pour les yeux et devait garder les yeux ouverts sous l'eau, ce qui était extrêmement dur avec tout le chlore. Bref, une créature onirique, mythique et symbolique qui marque et inspire le cinéma encore de nos jours. Et on passe au dernier monstre et j'ai choisi Stripe dans le film Les Gremlins de Joe Dante, sorti en 1984 et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Nous sommes d'abord avec Randall qui est à la recherche d'un cadeau cool pour son fils Bill. Il a la brillante idée de lui dégoter dans un magasin plutôt obscur un curieux animal qui arrive avec son lot de règles. Alors là, évidemment un film de Noël horrifique et comique que j'aime tellement. Et à chaque fois que je le vois, il me donne le smile, c'est un véritable doudou et je pense pas que pour moi. Mais vu que je l'ai vu très jeune, j'ai eu quand même tout d'abord un léger trauma de ces gremlins à l'allure quand même plutôt terrifiante et à l'attitude, désinvolte. Et celui qui m'a marqué le plus et maintenant j'en suis fan, tu l'as compris, c'est Stripe. De loin le plus vicieux, mais le plus stylé à mon sens. Pour Joe Dante, le réalisateur, et l'incroyable Chris Wallace, le créateur de ces créatures dans le film, il était essentiel que Stripe se distingue par sa personnalité visuelle. En plus de sa crête blanche qui le différencie vraiment des autres, il est aussi évidemment comme certains autres de l'équipe doté de yeux perçants et d'un sourire carnassier. Il s'inspire comme ses comparses d'une combinaison de reptiles, d'insectes et de créatures mythologiques comme les gobelins. La personnalité de Stripe est par contre spécifique à lui. Il est clairement le leader de la petite bande, montrant son pouvoir de manipulation envers les autres. C'est un être chaotique, malveillant et agressif. Un personnage qu'on remarque et qu'on retient par son physique et son caractère, qui garde un côté flippant mais aussi très humoristique à la fois. L'acteur et célèbre Frank Welker a fait donc la voix de ce personnage. Et grâce à sa voix rauque, ses grognements et son rire diabolique, il contribue largement à sa personnalité et rajoute encore plus une touche d'humour noir à ce bon vieux Stripe. Il n'est pas simplement méchant. Il incarne les contradictions humaines mélangeant le désir de transgression, l'attrait pour le chaos et l'ambition dévorante. Une caricature de notre propre nature en faisant des actes monstrueux tout en imitant les loisirs des humains. Comme tu t'en doutes, toutes les créatures comme Stripe sont des marionnettes animatroniques conçues par Chris Wallace. Un mécanisme très complexe pour permettre les mouvements faciaux détaillés comme les sourires, les clignements des yeux et les expressions. Doté de moteurs miniatures et de câbles internes pour manipuler toutes les parties de manière indépendante. Il fallait plusieurs marionnettistes pour animer les différentes parties du corps et du visage. Un travail extrêmement compliqué, d'autant plus pour Stripe, qui est le personnage le plus sophistiqué de la bande après Gizmo. La fragilité des marionnettes amenait souvent à des réparations et des pannes fréquentes, ce qui ralentissait le tournage. Des petits bijoux à plus de 30 000 $ chacune. D'ailleurs, on contrôlait les membres de l'équipe chaque soir pour qu'elles ne repartent pas avec l'une d'elles. Il arrivait que des miniatures ou des marionnettes beaucoup plus légères soient utilisées pour les scènes de saut ou d'action très rapide. Bref, un travail mais juste dingue pour animer Stripe et tout ce beau monde. Et comme tu l'as compris, ce monstre aussi effrayant que drôle restera mémorable pour moi et pour le cinéma des années 80 à nos jours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo monstre iconique que j'adore. J'espère vraiment que cette vidéo un peu différente t'a plu. Et si c'est le cas et que tu aimerais que je fasse une deuxième partie, n'hésite pas à le dire en commentaire et aussi d'ailleurs tes monstres préférés. Tu connais la chanson pour me soutenir. La chanson pour me soutenir. Tu cliques sur la description et tu t'abonnes, merci. Mais surtout, n'oublie jamais de te méfier des mannequins. Ciao. Ma'am.